Alors bonjour, ici Éric Lévesque, bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est maintenant officiel, NAC vient d'ajouter 2 nouvelles saveurs à sa gamme de bars Ultra Énergie, Mocha et Macchiato Caramel. En tant que grand fan de café et en tant que grand fan d'Ultra qui dure toute la nuit, je suis vraiment très content. Les bars continuent d'avoir un ratio de 4:1 en termes de glucides versus protéines et la gang de NAC a décidé d'y ajouter 65 mg de caféine ou l'équivalent d'une shot d'espresso. Puis honnêtement, le goût est complètement fou, c'est le temps d'essayer ça maintenant. Va sur le nacbar.com, remplis ton panier et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% lors de ton premier achat. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC et bon épisode. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 84 de Pas sorti du bois. Ben oui, 84. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un gars que vous connaissez bien, je suis pas mal sûr. Soit parce que c'est un bon coureur, soit parce qu'il est impliqué avec l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Peut-être pour ces 2 raisons-là, ou peut-être une autre raison. Éric Lévesque, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci beaucoup Yannick pour l'invitation, c'est très apprécié. Écoute, ça faisait longtemps, je te l'ai dit la semaine passée quand on s'est croisés à Québec. Ça faisait un bout que je voulais t'inviter. Mais là, regarde, la saison de trail commence à se sentir. On est au mois de mars, ça sent tranquillement les dossards qui s'en viennent. Ça sent le printemps, ça sent le bout qu'on ne peut pas aller dans les trails. Donc, on ronge notre frein encore plus. On a le temps de réfléchir à quel point on a hâte de retourner dans les sentiers et de faire des courses. Bon, c'est le temps. On va pouvoir parler de l'Ultra Trail des Chic-Chocs. On va pouvoir parler de ta saison de trail, de ton parcours à toi, parce que c'est le fun de découvrir le gars derrière la course aussi. Donc, je pense qu'on va avoir bien du fun. Puis en plus, tu nous as grillé avec des excellentes bières. On s'est croisés la semaine passée parce que tu es venu courir. Tu étais de passage à la capitale nationale. Tu es passé quelques jours, je pense, pendant tes vacances, la semaine de relâche. Tu es venu courir avec les Cute, les coureurs utilitaires transpirant l'espresso. Puis, à la fin de notre run, tu avais une surprise pour moi. Je te laisse introduire qu'est-ce qu'on va boire. Écoute, j'avais pas le choix, Yannick, connaissant la base du podcast qui débute avec une bière, on a la chance en Gaspésie d'avoir l'accès aux produits Oval. Donc, je n'avais profité pour aller chercher 2 bonnes Citra Mosaïque, qui est quand même une grosse IPA à 7,2 %. Donc, en profitant du passage à Québec, eh bien, on a partagé la bière avec Yannick pour la partager ensemble ce soir. Donc, on a un bon petit breuvage en main. Yes, merci beaucoup. C'est vraiment généreux de ta part. Une Oval, c'est toute qu'une bière. Ceux qui ne connaissent pas, c'est probablement parce que vous ne l'avez jamais vu en dépanneur, parce que vous n'habitez pas en Gaspésie ou en tout cas dans cette région-là du Québec, parce qu'ailleurs, elle ne se trouve pas bien. C'est une excellente bière. Donc, cheers à toi. Merci, Éric. Cheers. Merci. Wow. Ouais, ça coule bien. Encore bien réussi. Ça commence très bien. Un beau jeudi qui s'ouvre avec une bière ovale puis une belle discussion. Merci d'être là. Commençons par le commencement. Parle-moi de toi avant d'être un directeur de course, un coureur d'ultra, un prof d'éduc. Parle-moi du sport dans ta vie, de la course dans ta vie, puis qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à mettre des running shoes puis courir des marathons, des ultramarathons? Écoute, j'ai pas fait d'athlétisme, j'ai pas fait de course quand j'étais jeune. J'ai baigné beaucoup dans le monde du hockey. Ça a été ma passion, mon sport, là, de façon très intense et de façon journalière, de l'enfance, de l'adolescence, puis même au début de l'âge adulte, les ligues de garage, très impliqué. J'ai même eu ma propre école de hockey. Donc, c'est le milieu qui m'a élevé en termes de sport. Puis, plus les années avancent, plus je m'éloignais un petit peu du milieu du hockey. Puis, j'ai même pris ma retraite l'an passé, une retraite non officielle, mais bon, j'ai pas rechaussé les patins depuis 1 an. Puis, la course est venue dans ma vie. Écoute, c'est vraiment drôle. On a chacun notre raison de débuter la course. Moi, j'avais adopté un beau petit chien. Fait que je me suis dit, un chien, ça court. Donc, je me suis dit, je vais sortir, faire courir mon chien. Le chien aura duré 3 mois dans ma maison à l'époque, mais moi, j'ai pris goût à la course. Donc, depuis ce temps-là, je n'ai jamais arrêté.
Fait que, tu sais, c'est pas mon intérêt à moi à la base. C'était le chien, il faut qu'il court. Tu sais, moi, c'était comme pas important. Mais bon, puis j'ai commencé à courir, je suis en ma 11e année. Donc, j'ai commencé en 2011, mes premiers pas de course avec mon petit chien Sherwood. Donc, vous voyez la thématique avec le hockey là-dedans derrière. On Puis, le remercie d'ailleurs parce que grâce à lui, ben, tu t'es oui, mis à la course, puis the rest is history, comme on dit. yeah, exact. Puis, tu sais, les premières années, ben, un peu comme tout le monde, hein, j'ai débuté sur la route, cette distance, on a augmenté d'année en année un petit peu le kilométrage, mais tu sais, je dirais de 2011 à 2015, tu sais, je suis un coureur occasionnel. J'attendais le printemps, les premières belles journées, puis OK, on se fait notre petite saison de jogging. Puis, à un moment donné, en 2016, c'est là que j'ai dit, j'avais croisé un de mes amis, écoute, en plein hiver, il devait faire -25, il neigeait. Puis, un gars qui me battait sur nos petites courses locales, je le voyais courir l'hiver. Puis, je salue Philippe l'Italien par la bande. Là, je me suis dit, OK, ben c'est peut-être pour ça. Tu sais, si un jour je veux performer un petit peu plus dans le domaine, mais peut-être qu'il faut courir l'hiver aussi. Fait que je me suis mis à faire beaucoup plus de millage à partir de 2016, à courir de façon, de façon annuelle. Puis c'est là aussi que j'ai découvert le trail en 2015. Puis là, aujourd'hui, ben écoute, la course fait partie de ma vie à temps plein. C'est des entraînements, mais écoute, un peu comme tous les passionnés de trail ont de la misère à avoir une journée de repos, donc on court pratiquement tous les jours. L'implication aussi avec maintenant l'Ultra Trail des Chic Chocs depuis 2019 en tant que directeur de course. En tant qu'enseignant en éducation physique aussi, j'ai un club de course, le bleu et blanc à l'école secondaire de Matane. Fait que la course est dans ma vie dans plusieurs facettes, là. Puis on dirait que plus les années avancent, plus les facettes augmentent aussi au niveau des implications. Puis les courses qui s'ajoutent, on veut tous les faire. Donc, c'est un peu comme ça mon petit cheminement mon cheminement de sportif. Fait que je comprends que de 2011 à 2015, tu courais moins l'hiver, mais tu participais quand même à des courses locales dans ton coin de Matane. Puis, à un moment donné, tu as compris, tu as craqué le code. OK, si je veux battre ce gars-là, Philippe l'Italien, tu disais? Oui. Si tu veux battre Philippe, il faut courir l'hiver. Puis, tu disais que tu as commencé la course de trail en 2015. C'est quoi qui t'a fait bifurquer vers les sentiers de même? Écoute, ça va vraiment paraître bizarre à expliquer, mais ma première course de trail, en fait, c'est fait à l'ancienne organisation qui était l'Ultra Trail du Mont Albert. Puis en 2015, puis tu sais, le parc est à proximité de chez nous. Fait que je me suis dit, OK, première course de trail, go. Je me lance. Mais le parc de la Gaspésie, avant 2015, c'est un endroit que j'étais peut-être allé faire 2 randonnées avant 2015. Tu sais, étant quand même jeune dans le milieu de la course, je n'étais pas un gars nécessairement de rando, mais je me rappelle avoir fait le tour du Mont-Albert, une affaire comme 4h30 la première fois avec un de mes amis d'université, puis pété en finissant le tour. Là. Aujourd'hui, je le fais en 4h30, puis je peux prendre de la bière en faisant le tour. Là. Non, c'est ça. Alors, les temps ont bien changé. Donc, c'est ça, 2015, première expérience de trail que j'ai adorée. Puis, depuis ce moment-là, écoute, ça a été Arikana l'année suivante. J'ai refait mon Albert. Puis, plus le temps avançait, ben, plus je diminuais mon temps sur route pour augmenter celui en trail. Puis, écoute, depuis 2015, ben là, le territoire du parc de la Gaspésie, durant la saison estivale, écoute, c'est un incontournable. Puis, je suis là régulièrement pour m'entraîner, profiter du paysage, profiter de la vue. C'est splendide, c'est le plus beau territoire au Québec pour s'entraîner. Donc, on s'entend de l'avoir à proximité, ça a favorisé probablement la transition de la route à la trail. Là. Ah, mais je pense que tu es aussi devenu peut-être des experts du parc aussi en termes de course parce qu'on t'a vu dans le documentaire Confiné de Mathieu Blanchard sur sa traversée du GR A1. Oui. Je pense que tu es là dans les images de la réserve faunique de Matane, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, Nicolas Albert, puis la portion que Mathieu a décrit à Anne, puis que Anne m'a décrit comme étant probablement la plus difficile d'un parcours. Puis c'est pas peu dire d'un parcours aussi difficile pendant 650 km, mais je pense que la réserve faunique de Matane, c'est une bébite en soi qu'il faut apprendre peut-être à dompter, ou est-ce qu'elle est indomptable? Je ne sais pas, tu pourras nous le dire, mais pareil, c'est très, très, très challengeant. Ben, c'est très challengeant, surtout pour ceux qui ont écouté le film à Mathieu, on a quand même des belles images de ce secteur-là.
mais c'est un secteur qui n'est pas beaucoup pratiqué. Hein? Souvent, c'est les gens en longue randonnée. Puis, tu sais, dans une journée, tu peux faire un tronçon de 40 km puis pas croiser personne. Là. Tu vas dans le parc de la Gaspésie, tu fais le tour du Mont-Albert ou tu vas dans d'autres secteurs, d'autres montagnes. Même si c'est des secteurs, des fois, qui peuvent être très techniques. Tu vas croiser des gens, tu vas te sentir un petit peu plus en sécurité. Les sentiers sont un petit peu plus roulants aussi dans certains secteurs du parc, mais la réserve, c'est en soi toute une aventure. Là. Puis, il n'y a pas d'aménagement comme tel. Tu n'as pas les gens du parc, de la CEPAC qui viennent entretenir les sentiers, etc. Donc, la réserve, c'est très sauvage. Les sentiers sont très étroits. Puis, c'est un continu de roches, boîtes, racines. Puis, tu as des sommets. Puis, ce que je trouvais drôle, c'est pour ceux qui ont vu Confiné, quand Mathieu expliquait les montagnes, pas pris le temps de monter en faisant des beaux lacets puis des beaux ouest. On part du point A puis on grimpe en ligne droite. Donc, ça te met des pentes assez vertigineuses. Puis, sont difficiles à monter, mais sont aussi impossibles à descendre rapidement. Tu descends aussi vite que tu montes. Donc, les sentiers, c'est quelque chose, mais quand tu t'y attends, puis tu dis, OK, ça va être difficile, ça va ressembler à ça, tu vas avoir du plaisir. Si tu t'attends d'aller là, puis rouler, faire des teintes, etc., c'est là que tu vas faire, oh, là, tu sais, c'est difficile, mais ayant conscience de ce qui t'attend, ça te permet d'apprécier peut-être plus ce secteur-là parce que tu as des fichus beaux points de vue. Là. C'est quelque chose, c'est l'entrée des Chic-Chocs. C'est un territoire à découvrir. Ah, c'est ça. Puis le territoire ou le type de sentier t'oblige à prendre le temps de regarder autour et d'en profiter. C'est une belle chose, c'est quasiment symbolique, mais c'est ça, tu sais, je pense que dans la culture trail ou très américaine, dans les rocheuses, que ce soit dans l'Ouest canadien, l'Ouest américain, le Midwest, le Colorado, quand c'est une montagne hyper à pic, comme on peut voir dans le Colorado, ben on fait des lacets, on fait des switchbacks. Tu sais, les trails américaines sont connus pour leurs switchbacks. Là, sur un terrain qui pourrait y ressembler en termes d'inclinaison, le sentier, il est pentu, il est direct, tu montes, tu descends, fait que ça travaille fort les jambes, mais c'est ça. Je pense que ça fait partie de la beauté de cette portion-là, c'est qu'elle est extrêmement difficile, mais en même temps, comme on va plus lentement, bien, on peut en profiter pour observer autour. Oui, exactement. Puis, tu sais, ces sentiers-là de la réserve Matane a sa réputation aussi. Puis, de plus en plus, les gens sont curieux de venir le découvrir. Puis, c'était comme un petit trésor caché derrière le parc de la Gaspésie qui, lui, est beaucoup plus connu. Territoire de la réserve, beaucoup moins pratiqué, beaucoup moins connu, mais qui est aussi beau à découvrir. Tu as des secteurs, le secteur du mont Matawi, un peu avant d'arriver au mont Logan. Écoute, pour ma part, c'est mon coup de cœur des Chic-Chocs. Tu es encore dans le secteur de la réserve Matane, tu n'es pas encore arrivé au parc de la Gaspésie, mais c'est wow, tu as des crêtes incroyables, tu as une vue au loin sur le fleuve. C'est vraiment à découvrir. Puis tantôt, quand tu parlais Chic-Chocs, parc de la Gaspésie, on connaît géographiquement c'est où. Les Chic-Chocs, concrètement, amène-nous dans un cours de géographie ou de géologie. Concrètement, c'est quoi? C'est une portion des Appalaches? Est-ce que c'est un range de montagne qui s'étend justement de la réserve faunique de Matane jusqu'au parc de la Gaspésie? C'est quoi les Chic-Chocs? Ben, les monts Chic-Chocs comme tels, là, leur entrée est au début de la réserve Matane et se termine dans le secteur du Mont-Albert. OK. Puis l'autre chaîne de montagnes qui s'appelle les McGarrigle, incluant le mont Xalibu, mont Jacques-Cartier, donc qui est un petit peu plus à l'est. Mais les monts Chic-Chocs, là, ouais, début réserve Matane, puis font partie des Appalaches là, sur un plus long tracé. Mais bon, écoute, sans être un enseignant en éduc, je ne suis pas un enseignant en géo-histoire, donc je ne peux pas m'aventurer plus loin en termes de... Non, mais je voulais quand même qu'on place la différence. Puis quand j'avais regardé un peu, j'étais allé voir le site de les Chic-Chocs, je le connaissais bien l'événement, mais en préparation de l'épisode, j'étais allé lire là-dessus, puis je me suis dit, voyons, Chic-Chocs concrètement, je suis curieux de nature, fait que je voulais comprendre, je me suis dit, j'irai pas lire là-dessus. Au lieu de parler à Wikipédia, je vais parler à Eric qui va me dire, va m'expliquer, mais je comprends que c'est un tronçon de montagne, une chaîne de montagne dans les Appalaches. Donc, voilà. Puis, tu sais, grosso modo, les Chic-Chocs font grosso modo un 170 km de sentier, puis divisé à peu près en deux, la partie ouest sur la réserve Matane et la partie est dans le parc de la Gaspésie. Donc, c'est une continuité.
Donc, le tronçon qu'on se rappelle, c'est en 2020 qu'Elliott Cardin avait tenté une traversée justement de 170 km, 10 000 mètres des plus environ. C'était ce tronçon-là de 170 km. Est-ce que c'est le même tronçon qu'à l'époque, la grande traversée, l'UTMA, donc l'Ultra Trail des Monts-Albert dont tu parlais, qui a eu un 100 miles une fois? Peut-être que je vais me tromper, mais je pense que c'est le premier 100 miles qu'il y a eu au Québec. Non, Bromont, c'était le deuxième à ce moment-là. Ouais. Donc, le deuxième 100 miles qu'on a eu, un an de temps, une fois, ça empruntait cette traversée-là? Non. OK. Il empruntait, écoute, le départ, pour ceux qui peuvent se situer, se faisait au pied du mont Nicole-Albert. Donc, tu étais plus vers la fin de la réserve Matane à cet endroit-là. Tu faisais le hop and down du Nicole-Albert pour ensuite te rendre par la Gaspésie. Tu allais finir jusqu'à Mont-Saint-Pierre, là, au bord de mer. Donc, OK. tu le SIA après le Mont-Jacques-Cartier. Là. Donc, tu avais une petite partie sur la réserve, puis tu poursuivais là, sur 100, le 100 miles, là, le 168 kilos, mais pour aboutir plus loin. Sentier qui est plus roulant aussi après le Mont-Jacques-Cartier pour descendre à la mer. Donc, tu avais beaucoup plus de roulants que le 170 à Elliott qui aurait pu tenter. Là, donc. Je comprends. Puis on salue Jeff Cochon qui avait gagné cette seule édition-là du 100 miles. Un temps, on connaît Jeff, on connaît son temps sur des gros ultras, des longs 100 miles. Puis je me rappelle pas, j'ai pas le temps exact devant les yeux, mais tu te dis, ce gars-là, il a gagné dans un temps qui était assez long, entre guillemets. Là, je mets des gigantesques guillemets, mais long pour un gars comme Jeff Cochon. Ça te montre à quel point cette traversée-là, bien que peut-être roulante un peu à la fin, était très challengeante. Ben, écoute, si je peux t'aider, Jean-François avait fait autour du 25 heures pour le 100 miles. Puis, si on estime le temps que prendrait la traversée en linéaire de l'entrée des Chic-Chocs sur la réserve jusqu'au gîte du Mont-Albert, donc vraiment le tronçon Chic-Choc, on parle d'à peu près, pour un équivalent de Jeff, on l'aurait peut-être rentré en 29-30 heures. Là. Quand même, hein? C'est impressionnant. Mais oui, j'avoue, 25 heures, merci. Tu as les chiffres à l'appui. Considérant que Jeff a fait à peu près ce chrono-là à la Diagonale des Fous, qui est connu comme étant un des ultras les plus difficiles au monde, ça montre comment ce tronçon-là, ce 100 miles-là qui a eu lieu une seule fois, devait être aussi très, très difficile. Oui, peut-être que l'Ultra Trail des Chic-Chocs ramènera un 100 miles. Je lance ça dans l'univers puis tu t'attrapes la balle si tu veux. Parce que je suis allé lire quand même parce que je voulais voir les origines de cette course-là. Je suis allé lire Distance Plus en 2018. Et en 2018, quand ça avait été annoncé que l'Ultra Trail des Chic-Chocs allait remplacer, ou en tout cas, allait reprendre là où peut-être l'UTMA avait laissé, on parlait d'ambition d'un 100 miles, d'un 200 miles. Là, je te mets on the spot, mais est-ce que c'est encore dans les plans? Je sais que vous avez un 113 km extrêmement challengeant, mais c'est encore dans les plans? Ben, je veux prendre la balle au bon, Yannick. On va en profiter. Mais écoute, depuis le début, ça a toujours été dans les plans de l'organisation. Puis, l'organisation lancée en 2019, pause en 2020 avec la pandémie. À la coordination, il y a eu un changement de garde aussi pour 2021. Puis même pour presque l'ensemble de l'organisation, ça a été renouvelé en 2021. Fait que, l'organisation est encore très jeune. Il y a eu des tests qui ont été faits de terrain par rapport à ce 100 miles linéaire qu'on aimerait bien faire. Puis, entre autres, la section que Elliott voulait faire. Il y a des enjeux de sécurité. Ben, en fait, il y a des enjeux, c'est la priorité dans toute cette histoire-là. Le 100 miles, il est incroyable, là, le parcours lequel on entend, sur lequel on travaille. Parce que, oui, il est toujours derrière la tête. Des fois, on a un frein. Des fois, on avance sur une discussion. Il y a toujours chaque chose en son temps, mais l'enjeu de sécurité demeure la priorité. On l'a juste avec Elliott de traverser ce 168 kilos-là. Ben, en tout cas, il y a quelques variables. Là, il pourrait se situer entre 165 et 170, là, tout dépendant des petits shortcuts qu'on peut prendre, là, mais tu ne peux pas t'en sortir vraiment en bas de ça. Puis, c'est ça, il y a de l'expérience à prendre, notre 113 km. Il ne faut pas oublier qu'on l'a vécu seulement pour la première fois, notre vrai test l'an passé, parce que la première édition, on avait changé le parcours à cause de la neige.
Fait qu'il y a de l'expérience à prendre sur le terrain en tant qu'équipe, en tant qu'organisation, notre équipe de sécurité qui a été renouvelée l'année passée, qui a fait un job incroyable. Mais il y a encore de l'expérience à prendre cette année de notre 113, de bonifier notre offre, puis de l'offrir ce 160 kilos-là en linéaire. Il est toujours dans les plans. Tu sais, je ne peux pas lancer ce soir, il va avoir lieu en 2023 parce qu'il y a encore du travail à faire. Il y a d'autres repérages à faire. Il y a du travail d'équipe. Il va y avoir des tests à faire aussi. On va peut-être avoir besoin de cobayes qui nous testent ça une fin de semaine. Écoute, même si on a la connaissance du terrain, je l'ai tout parcouru par section, ce parcours-là. Je sais à quoi qu'on doit s'attendre. Puis ça, l'autre question qu'il faut se demander, ou qu'on met la limite parce qu'il n'est pas accessible à tout le monde, là. Puis des fois, les gens, tu sais, le parcours, c'est 168 kilos et près de 10 000 mètres de dénivelé. Puis avec le terrain, on parle un des 100 mètres les plus difficiles au monde, là. Parce que si on regarde, c'est les mêmes chiffres que la Diagonale des Fous, puis c'est les mêmes chiffres que la Hard Rock au Colorado, c'est les deux courses qui sont désignées les 100 mètres les plus difficiles. On est dans les mêmes chiffres. Puis si on va au-delà des chiffres, connaissant le territoire très sauvage, qui est très technique, fait que cette course-là viendrait dans ces équivalents-là. Donc, ce serait tout un défi en soi. C'est maintenant à qui qu'on l'offre et à quel coût qu'on peut l'offrir aussi. Fait que, il y a beaucoup de questions. Écoute, on travaille fort là-dessus pour éventuellement être capable de l'offrir. Mais il faut trouver l'équilibre entre on l'offre parce que ce serait juste incroyable d'offrir cette chance-là à nos coureurs québécois d'avoir ce type de course-là au Québec. Mais il faut être capable de bien le faire aussi. Puis c'est sur ça qu'on travaille. Je pense que c'est extrêmement mature comme façon de penser parce que, comme tu dis, il y a un attrait d'arriver et de se dire, de se taper dans le dos et de se dire, hey, on a le 100 miles le plus difficile au monde ou un des plus difficiles, ou juste de se dire, hey, ça serait malade d'avoir un 100 miles, mais au-delà de cet aspect-là, il faut être capable de le supporter. Puis on pourrait y revenir. Vous êtes dans une section du Québec, une des régions qui est peut-être les plus reculées, où le signal satellite ne rentre pas nécessairement, où des évacuations sont extrêmement difficiles à travers les années, en jasant avec du monde qui ont peut-être participé à certaines éditions de l'UTMA ou peu importe, ou juste qui sont allés randonner dans ce coin-là. Il y a des péripéties qui arrivent, il y a des sauvetages qui se font qui sont extrêmement difficiles parce que c'est un endroit reculé, un endroit c'est ça, très accidenté. Donc, je trouve que c'est très, très mature de se dire on va se pratiquer, on va se tester, on va tourner toutes les roches de chaque bord pour regarder comment on peut le faire de la façon la plus sécuritaire, tout en offrant un challenge qui, écoute, moi, t'en parles, puis je suis comme 5 millions, même si c'est dans 5 ans, je suis prêt. Si tu veux des cobayes, appelle-moi. Tu veux voir ce que ça fait un mid-packer, parce que là, tu vas faire 35 heures, 40 heures, 45 heures, on verra. Mais tu t'en parles, puis le hype est là, j'ai hâte, mais je trouve que vous faites exactement la bonne façon de le faire. Puis on le voit, là, des grandes organisations comme le Québec Méga Trail, ça a pris 10 éditions. 9, 10. En tout cas, ça a pris une décennie avant que Jean et son équipe, qui étaient déjà très expérimentés avec leurs anneaux transvallés, fassent OK, on est prêt à faire un premier 100 miles. C'est une autre paire de manches. C'est une distance qui est extrêmement longue, donc il y a beaucoup de support à offrir. Fait que je pense que c'est une approche extrêmement mature et réfléchie. Puis t'en parles, on a hâte, mais on va l'attendre. Puis quand ça sera prêt, on sera là. Tu m'en parles ce soir, mais il n'y a pas une sortie quelque part que je fais. Autant on parlait des Q tantôt, qu'il n'y a pas quelqu'un qui me parle. Ouais, quand est-ce votre 100 mètres? Écoute, c'est une question qui revient souvent, mais ça montre aussi que nos coureurs du Québec aimeraient l'avoir, ce 100 mètres-là. Puis l'exemple de Jean est très bon aussi, là, qui ont vraiment pris le temps de prendre de la maturité en tant qu'organisation. Puis ils ont progressé le 80 kilos, le 110 pour arriver au 100 mètres, puis des années d'expérience, puis une équipe solide, puis ça prend beaucoup de gens autour de ça, puis de l'expérience. Fait que, de faire le tracé, sortir les chiffres, puis ça se fait dans un instant de seconde. Par contre, tout le reste de l'organisation, c'est ce qui demande du temps et de la patience. Ben oui. C'est drôle, je ne me rappelle pas avec qui j'en parlais. Je pense que c'était avec Jeff Cochon en fin de semaine. On était au Mont-Saint-Anne. On faisait des montées.
Puis il me parlait que ça fait une couple d'années qu'il s'essaie pour la Western States, puis la Hard Rock aussi. Western States, c'est très difficile d'y accéder, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de courses qualificatives. Tu sais, juste au Québec, on a Arikana et le QMT qui sont des courses qualificatives. Mais Hard Rock, c'est une course mythique, Hard Rock. Elle est moins connue peut-être que la Diagonale puis l'UTMB, mais dans la culture américaine, c'est une des courses les plus difficiles au monde. C'est un parcours à, tu sais, je veux dire, c'est à 4000 mètres d'altitude par moment. C'est magnifique. Puis, il y a une liste encore là de courses qualificatives, mais c'est des courses extrêmement difficiles. Tu sais, puis ils veulent s'assurer que quand tu te pointes à Hard Rock, c'est que tu as fait des courses qualificatives qui ont un niveau de difficulté intense. Tu sais, il y a Eric Deshaies qui s'essaie depuis plusieurs années, puis il s'en va faire des courses. Là, il s'en va à Cruel Jewel, un 100 miles, je pense, en Virginie, si je ne me trompe pas. Mais la liste est très courte de courses, puis je me dis, vous autres, avec un 100 miles brutal comme celui que tu décris, ça serait une belle course qualificative, puis une belle façon de mettre la course à la map. En tout cas, je réfléchis tout haut, mais Oui, le hype est là. Oui, puis tu sais, même juste proprement dit, tu sais, juste pour nous cette année, notre 113 kilos, on a demandé un préalable pour t'inscrire au 113. Puis c'est sûr que pour un éventuel 100 miles, c'est sûr écoute, on va prendre les CV, là. Ouais. Mais je prends les CV dans le sens que tu veux limiter un petit peu l'accès pour t'assurer d'avoir des coureurs qui ont une certaine expérience, un certain vécu en trail, parce qu'on ne soit pas de cachotterie qu'on parte ta première course, peu importe laquelle distance, et ta deuxième, tu prends de l'expérience, tu la gères beaucoup mieux. Puis c'est doublement important quand tu t'attaques à un 100 kg ou un 100 miles. Donc, c'est sûr qu'il y a des préalables à avoir. Puis si éventuellement cette course peut servir à préalable à d'autres de niveau international, juste parfait. Ouais, puis j'ai vu sur votre site, c'est le 113 kg, vous demandez d'avoir complété une course au moins de 100 km dans les derniers 3 ans. Puis tu sais, c'est peut-être une petite coche de plus que bien des courses qui demandent comme prérequis, mais quand tu sais le degré de difficulté, puis j'ai pas eu la chance de la faire, votre 113 km, mais j'ai parlé avec Anne Bouchard, avec Guillaume Barry, avec des gens qui l'ont fait. C'est un 113 km extrêmement difficile. On parle du 100 miles, puis on rêvasse, là, mais ça reste que votre 113 kg, c'est une course ultra challengeante, puis c'est tout qu'un défi. Je pense qu'en juin aussi, quand vous le faisiez à ce moment-là de l'année, c'était très, très, très boiteux. Un parcours encore là très accidenté. C'est pas ton typique 100K que tu peux faire avec une coupe de 50K d'un jambes. Ça te prend une expérience grande parce que ça se gagne je sais pas, combien ça s'est gagné l'année passée, ton 113 kilos? Guillaume Barry, 16 heures et j'oublie les secondes, là. Fait que, tu sais, 16 heures pour un gars comme Guillaume Barry, faites le calcul, ça lui a pris 12,5 pour faire Arikana, puis le cut-off est à 29. Fait qu'imaginez le coureur moyen, Guillaume Barry, c'est un super-héros, mais imaginez le coureur moyen, c'est des longues journées pour un 113 kilos quand tu compares avec d'autres courses de cette distance-là. Fait que c'est bien de demander des prérequis, puis peut-être que ça limite un peu certaines personnes, mais faites tes classes, puis c'est pour les gens que vous le faites. C'est pas pour vous autres, là, c'est pour que les gens soient prêts, puis que vous, ça vous évite une évacuation pas possible dans la cuve du Mont-Albert. Exact. C'est plate à dire, mais des fois, on doit prendre des décisions pour se protéger, mais protéger le coureur aussi. Le coureur, s'il n'a pas nécessairement la connaissance du terrain et l'expérience, il pense peut-être qu'il est prêt pour cette aventure-là. Puis, on n'arrive pas au risque zéro quand même, mais je pense qu'on met les chances de notre côté puis on limite certains risques-là. Puis, avec le préalable de 100 kilos, oui, c'est sûr que cette année, ça nous limite. Puis, il y a probablement des gens qui n'ont pas le préalable qui seraient inscrits. Mais, au final, je préfère avoir un petit peu moins de monde, mais de sécuriser ceux qui sont là. Puis ce qu'on a fait aussi, on a prolongé un petit peu notre cut-off cette année pour OK, super, on te demande un préalable pour rentrer, mais un coup que tu es rentré, mais on te donne quand même un petit peu plus de latitude pour compléter le parcours qui est difficile parce que l'an passé, on parle en moyenne. Les coureurs ont pris 24 heures pour compléter le parcours. On a parlé de Guillaume en 16 heures, mais le coureur moyen, c'est 24 heures. Fait que, le coureur, il passe une journée en montagne de choc. Ah, c'est ça. Puis j'en avais parlé, je pense, avec Jean-François Tappe, mais la cuve du Mont-Albert, puis ce terrain-là est extrêmement difficile à organiser pour vous, extrêmement difficile pour les athlètes, mais aussi extrêmement difficile dans le cas d'une évacuation. Tu peux m'en parler un peu, mais c'est pas une course que quand quelqu'un abandonne un ravito, il appelle son lift puis il vient le chercher. Là. C'est pas mal plus compliqué que ça. Là. Puis,
dans le fond, si on parle de la queue, tu sais, tu es t'es à 7 à 8 kilomètres de pouvoir sortir de là avec un véhicule. Par contre, on s'entend que ce 7 kilomètres-là, il est difficile. C'est ça. Ton 8 kilomètres pour aller chercher ta personne, là, écoute, c'est des grosses roches, etc. Puis c'est à peu près le même ratio pour l'évacuation sur la réserve phonique de Matane. Là, au maximum d'évacuation, tu as environ 8 kilomètres avant d'avoir un accès VTT au véhicule. Fait que, tu sais, vite comme ça. Déjà, 8 kilomètres, c'est quand même beaucoup. Mais 8 kilomètres, quand tu vas évacuer quelqu'un, puis tu es dans la roche boîte racine, puis tu es toujours en déséquilibre, puis tu as quelqu'un à porter, etc. Donc, c'est là le lot de difficultés qui amène, entre autres, la cuve du Mont-Albert, puis d'autres secteurs ailleurs là, dans le parc et sur la réserve. Ah, c'est ça. Là, on parle de la course, on parle des ambitions de la course, mais j'aimerais ça qu'on revienne un peu à l'origine de la course. Comment toi, ton implication s'est faite quand le groupe, je pense qu'il s'appelle Choc Événements, ont relancé. Je ne veux pas dire relancer parce qu'il y a une coupure, puis ce n'est pas la même organisation du tout qu'avant, mais ça reste que c'est le même territoire, donc l'association se fait assez facilement. Mais bon, l'UTMA arrête. Choc Événements relance l'UTCC. Comment toi, tu es arrivé là-dedans? Oui, bien, 2017, justement, UTMA, ça a été leur dernière édition. Il y a eu une coupure 2018 où il n'y a pas eu d'événement. Puis, ça a été relancé par une gang de locaux. Puis, je pense que c'était une priorité parce que ça prend une collaboration avec la CEPAC dans ce dossier-là. Puis, eux avaient des véhicules aussi avec l'ancienne organisation. Puis, c'est une volonté du milieu aussi, là, des gens de Saint-Onde-des-Monts, Capichat, qui sont tout près du parc de la Gaspésie, des bonnes relations avec la CEPAC. Donc, c'est des locaux qui ont relancé, entre autres par le Choc Événement, par la bande Ultra Trail des Chic Chocs. Puis, donc ça, c'est en 2019. Puis moi, j'ai pas été dans ce démarrage-là des premiers balbutiements d'organisation. C'est venu plus tard, un petit peu dans l'année, dans l'organisation, alors que le coordonnateur de la première édition qui a relancé, puis chapeau à Félix Dubois qui a fait un excellent travail pour relancer le tout à la coordination là, la première année. Il m'approchait à la base pour être un peu ambassadeur, le trail des Chic Chocs. Puis, il y avait besoin d'un coureur qui connaissait le territoire, etc. Puis, ben écoute, moi, en tant que passionné de course, puis j'aime être dans l'événementiel, etc., dans 1001 organisations. Donc, j'ai pas trop hésité avant d'y répondre positivement à sa demande. Donc, c'est un petit peu plus tard dans le processus que j'ai joint l'Ultra Trail des Chic Chocs pour travailler là, au dernier détail là, dans le fond de l'édition 2019. Puis finalement, les derniers détails auront été quand même difficiles avec le chamboulement, la neige, on refait les parcours. Ça a été une grosse première année en 2019. Puis depuis ce temps-là, écoute, ben là, j'ai demeuré dans l'organisation. Puis j'ai pas l'intention de le quitter tant que je suis en bonne forme et l'intérêt est là. Écoute, c'est tellement un beau projet. Puis là, on a une superbe équipe. Écoute, on parle de processus. J'ai parlé de Félix qui a lancé le tout, mais on a la chance d'avoir après Marlène Côté, dans notre grande femme de trail en Ricana, ben, on a Audrey Archambault là, qui a pris les rênes en 2020 de la coordination, puis qui fait elle aussi un travail exceptionnel, qui est de retour cette année-là, une deuxième année à la coordination. C'est elle vraiment qui tire toutes les ficelles, là. Moi, je vous en parle en tant que directeur de course, pas de parole, là, mais Audrey Archambault, là, c'est notre pièce maîtresse dans l'organisation. C'est votre Marlène Côté. Exactement. Hein, tu sais, Marlène Côté, quand tu es rendu un verbe utilisé comme ça, ou un verbe ou un nom commun, hein, ça, c'est votre Marlène Côté. Tu sais que la personne a un impact important, mais on salue Audrey qui est à la barre de la coordination de votre course. Puis je trouve ça le fun parce que j'ai pas envie qu'on entre dans le dossier de l'Ultra Trail du Mont-Albert. Là. Les gens, allez lire sur Internet, vous allez voir ce que vous avez à voir, mais je trouve ça le fun que ça a été repris par vraiment des locaux. Ça devait être un soulagement aussi pour la CEPAC, pour, comme tu dis, les locaux, les gens qui s'impliquaient, pour la communauté trail. C'est ce qu'on veut, tu sais. Puis ce qui est le fun des événements trail qu'on a au Québec, puis je pense que c'est ça qui fait le charme des événements qui perdurent partout dans le monde,
c'est que les gens qui les organisent, c'est des passionnés, c'est des gens qui ont les deux mains dedans. Tu sais, Jean Fortier organise le QMT dans le coin du Mont-Saint-Anne. Jean Fortier patrouille le Mont-Saint-Anne, connaît ce coin-là comme le fond de sa poche. Puis c'est pareil pour n'importe quelle organisation. Tu sais, je veux dire, Jeff Tapp, là, c'est lui qui ouvre ses sentiers lui-même et que ça chaîne ça. Puis il connaît ses sentiers. Fait que quand il a le temps d'organiser son événement, ben, c'est à son image puis à l'image de sa région. Mais je pense que c'est un peu ça qui s'est passé. En fait, pas juste un peu, c'est ce qui s'est passé avec vous autres, puis l'Ultra Trail des Chic-Chocs, c'est des locaux qui partent ça. Toi, tu connais ces sentiers-là, tu t'entraînais là, ben, tu en es le directeur de la course, tu peux les parcourir à l'année longue, tu les connais. Il y a de quoi de très roots dans le fait d'avoir des gens qui connaissent le coin, qui sont là depuis longtemps, ce qui n'était pas le cas de l'organisation passée, ou en tout cas de la majorité des gens qui étaient impliqués. Là, dans ce cas-ci, vous avez une organisation de gens qui ont à cœur ces montagnes-là, puis qui font un événement qui explose. Je veux dire, les gens parlent beaucoup de ça, puis c'est une course, comme tu dis, qui a eu officiellement 2 éditions avec la COVID, avec une édition où justement ton 113 kilos, on pourra en parler, il y a eu des petits changements dernière minute, fait qu'il y a eu une vraie édition de ton 113 kilos, puis le monde en parle. Oui, c'est ça, vous avez 1,5 édition. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019 avec ce 113 kilos-là, puis la neige? Hey, écoute, moi, je suis allé parcourir alors que les sentiers étaient encore fermés sur le mont Albert, mais je voulais aller faire un peu de repérage pour voir à quelle hauteur la neige débutait dans l'ascension du mont Albert. Puis, quand même, assez tôt, là, je me suis rendu compte, j'ai fait OK. Puis là, toutes nos courses passaient sur le mont Albert, là. Puis, écoute, peut-être 2 kilos avant d'arriver au sommet, là, tu tombais déjà dans la neige. Puis on parle de 2 semaines avant l'événement. C'était encore beaucoup de neige à fondre. Puis là, je n'ai pas vu les autres secteurs. Là, puis on connaît qu'il y a des secteurs dans la queue qui se ramassent des mètres et des mètres de neige. Donc là, à l'intérieur de 2 semaines, ça a été OK, il faut refaire un 113, mais il faut aussi refaire toutes nos autres distances parce que tout le monde passe par le Mont-Albert. Fait que ça a été d'essayer de trouver des équivalences de distance. Puis ça a emmené quand même un avantage parce qu'on est allé explorer vers le mont Xalibu, qui n'était pas un territoire qui était supposé d'être exploité là, cette année-là, puis qui était moins enneigé. Oui, il y en avait encore, mais qui était quand même praticable. Donc, ça a été une édition, on dirait, pour une belle initiation à l'organisation. Puis, une organisation, il y a toujours quelque chose qui arrive et tu dois t'ajuster. Bon, là, c'était quand même assez majeur. Puis, somme toute, les coureurs, ils ont accepté le fait que la montagne n'est pas ouverte, n'est pas accessible, il y a de la neige, fait qu'on va essayer le plan B. Donc, avec nos parcours alternatifs, les gens ont été quand même très compréhensifs, puis n'ont amené que de bons commentaires de cette première édition-là. Ça a amené les coureurs, dans le fond, à faire les coureurs du 113 kilos. On avait un village qui était central, donc allait faire le mont Olivine, revenait au village, allait faire le mont Xalibu, revenait au village. Donc, ça a amené quand même une sécurité parce qu'on ne s'étendait pas sur un grand territoire. Fait que, pour nous, pour une première édition, c'était facilitant un petit peu avec ce nouveau parcours-là. Puis les coureurs, ben eux, ça leur mettait toujours, en revenant au village, ben un ravitaillement à la famille, tout ça. Donc, ça mettait une sécurité aussi. Fait que ça a quand même été un positif malgré les contraintes négatives. Ben oui. Puis est-ce que cette expérience-là, plus les grandes quantités de boîtes que les gens parlaient, les coureurs, les coureuses qui l'ont fait en 2021, c'est ça qui a motivé le fait de se déplacer au mois d'août? Parce que là, pour ceux qui connaissent moins, vous étiez l'avant-dernière fin de semaine de juin, si je ne me trompe pas, la fin de semaine avant le QMT. Puis vous avez déplacé ça deuxième moitié du mois d'août pour l'édition 2022. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Écoute, plusieurs choses. La boîte, en fait, cette année, c'est qu'il avait quand même mouillé pas mal les journées précédentes à la course, qui n'avait pas aidé. Mais oui, il y a plus de boîtes en début juillet qu'il peut en avoir au milieu à août. Ça, c'est en altitude, quand la neige fond rendu encore en juin, je suppose que ça fait un fond un peu plus humide. Cette année, c'était assez exceptionnel. Là. Je me rappelle, je suis allé baliser le dernier secteur dans le coin pas loin de l'abri de la Serpentine. Il y a le ruisseau Isabelle, en fait, dans ce coin-là. Puis, écoute, là, j'étais la journée juste avant l'événement, là, puis un petit ruisseau était devenu une rivière. J'ai fait, j'avais jamais vu ça de toutes les fois que j'avais passé là. Fait que là, j'imaginais le reste sur le parcours, tout le temps que ça, oui, en montagne, ça s'écoule quand même rapidement, mais ça demeure qu'il y a des secteurs en bas des montagnes qui deviennent boiteux comme pas possible. Fait que ça a été quelque chose là-dessus. Mais les raisons principales, du déplacement, c'est aussi
Pour la CEPAC aussi, c'était plus facilitant pour eux de nous avoir aux dates en août. Comme là, on est du 19 au 21 août. Pour nous aussi, en discutant avec les autres organisations, c'est un petit peu de séparer les gros événements au Québec. Là, il y a des gros événements en juin, en juillet, on a le Québec Mega Trail, septembre, on avait Arikana, en août, en octobre, on a le Bromont Ultra. Donc, en allant se placer au milieu août, on venait un peu équilibrer un petit peu le calendrier des plus gros événements. C'est sûr c'est difficile de se placer au travers de ça. Puis il y a d'autres très bels événements qui ont lieu à gauche et à droite ce week-end-là. Mais pour nous, puis en discutant, puis c'est ce qui est le fun aussi dans le milieu de la trail, c'est que toutes les organisations, on se parle entre nous, on a une très bonne collaboration. Fait que ça a été de discussion contre une CEPAC, puis pour nous, c'était plus facilitant là, à cet endroit-là. Oui, puis cette année, le Québec Mega Trail, à cause de la COVID, avait été déplacé mi-août, puis c'est un beau moment pour ça. Oui, tu t'exposes à avoir des grosses chaleurs, mais maintenant au Québec, je veux dire, à partir de fin mai, tu peux potentiellement avoir une canicule. C'est arrivé il y a une couple d'années. Fait. Mais en étant mi-août comme ça, tu te places dans un moment où quelqu'un qui veut enchaîner une couple de grosses courses ou quelqu'un qui veut aller à Arikana mais faire une plus petite distance peut faire une grosse distance chez vous ou vice-versa. Quelqu'un qui vise le 125 en 2022 peut se dire, je vais aller faire votre 45 trois semaines avant. Fait que, tu sais, c'est parfait comme dernière grosse sortie. Tu sais, moi, je suis un gros fan de faire des événements en tant que grosse sortie préparatoire pour l'objectif. Tu as un beau positionnement. Tu sais, quelqu'un qui, Arikana Bromont, c'est sa fin de saison, de venir 3 semaines avant d'un chic-choc, aller s'amuser dans les montagnes puis de faire le 45 ou une autre distance, c'est des bons week-end chocs pour tes objectifs en préparation de. Fait que je trouve que c'est un placement qui est stratégique, qui est le fun. Puis je trouve ça le fun d'entendre qu'entre les événements, il y a cette collaboration-là, cet esprit de communauté-là de on veut pas se nuire, on veut s'aider, fait qu'on se parle. Oui, exactement. Puis c'est ce qui est merveilleux. Puis c'est pas comme ça dans tous les sports. Hein? Puis tantôt, j'ai parlé du monde du hockey qui est pas aussi collaborateur, là, sans rentrer dans les grands détails, mais on a rarement des discussions très positives, des fois entre organisations, etc. C'est plus au niveau compétitif, puis je vais faire mieux que toi, etc. Mais tandis que dans le monde du trail, on partage la même passion, puis on partage les mêmes coureurs aussi. Là. Fait que si ton événement est sur la coche puis attire des coureurs, ben c'est des coureurs pour nous éventuellement plus tard. Fait que tant que notre sport est en santé, c'est tout le monde qui en bénéficie. Oui, puis la plupart des gens, moi, à qui je parle, en tout cas dans mon entourage, ou la plupart des coureurs, des coureuses, aiment découvrir des nouvelles courses, aiment essayer des nouvelles affaires. Fait que si quelqu'un a une belle expérience à votre événement, ben c'est bon pour toutes les autres courses. Parce que cette personne-là ne va pas nécessairement revenir année après année faire votre 113 kilos. Il va avoir du fun sur un 113, il va se dire je suis peut-être prêt pour un 100 mètres. Je vais m'inscrire à Bromont ou au QMT. Puis là, je parle des grandes distances, mais c'est pareil. Quelqu'un qui fait une distance, le QMT 25, qui fait je suis prêt pour cette distance-là. Bon, je vais essayer un peu plus long au Chic Choc. Puis c'est bon pour tout le monde. C'est un esprit de collaboration entre les événements qui bénéficie au plus grand nombre, qui bénéficie à la communauté trail, donc à tous les événements. Là. Exact. Non, je suis 100% d'accord avec toi. Puis c'est vraiment un must pour nos coureurs, en fait. Non, c'est le fun d'entendre ça. On sait que c'est une communauté tissée serrée, c'est une communauté où les athlètes entre eux s'entraident, se connaissent, il y a une amitié, une convivialité là-dedans, mais ça s'étend jusque dans nos événements. C'est parfait. Ça s'entretient bien. On peut parler du Gala La Racine d'Or qui a réuni beaucoup de gens, une belle soirée. Après ça, il y a eu le colloque aussi organisé qui a réuni encore là des organisations de trail qui nous a permis de partager. Fait que ces petits événements-là viennent aussi nous tisser encore plus serrés, puis c'est ce qui fait notre force, je crois. Oui, puis c'était le fun aussi, le colloque qu'il y a eu en mois de novembre, parce que là, on parle souvent des grands événements, mais il y en a plein de plus petites courses, mais juste plus petites parce qu'ils accueillent un moins grand nombre de coureurs, parce que l'endroit ne le permet pas, ou c'est l'ambition aussi de la course d'être un peu plus à petit déploiement, mais ça reste que de côtoyer d'autres organisations, d'échanger. Je suis sûr que ça a amené à plein d'idées. Puis là, c'était un colloque qui était virtuel, COVID oblige. Ouais. Imagine, mais que ça revienne, ce colloque-là. Tu te mets dans la même pièce, tu te mets dans la même salle, toutes ces personnes-là qui organisent des courses. Il y a une bière qui va se prendre après, ça jase. Chacun apprend des autres à travers leurs expériences. Puis
tu te colles à des gens d'expérience qui vont arriver avec une expertise qui va pouvoir aider ton événement et inversement, peut-être des gens plus d'expérience vont pouvoir écouter des idées de gens qui arrivent, qui arrivent d'un autre milieu, d'un autre sport, un autre type d'événement d'organisation, puis qui vont arriver avec des idées un peu champ gauche qui vont faire hey, c'est une maudite bonne idée ce qu'ils ont essayé là-bas, je vais l'essayer dans mon événement. Fait que c'est juste bon de mettre tout ce monde-là dans la même salle, de les laisser jaser, puis de faire ressortir de grandes idées. Là. Oui, puis de réunir en présentiel. Écoute, le mode virtuel a déjà bien fonctionné, donc j'imagine pas ce que le mode présentiel. Ça va me coûter cher de Oval ce week-end-là, à descendre la Gaspésie. Mais bon, ce serait non, c'est sûr que ce serait doublement intéressant et productif là, pour la communauté. Tu vas avoir des commandes. On parle de Chic Shot, de ton rôle de directeur de course, de ton implication là-dedans, mais j'aimerais qu'on revienne à Éric le coureur. On a parlé de tes débuts en course, mais tu as quand même fait beaucoup d'événements au Québec. J'ai l'impression que tu as tout fait au moins une fois ou deux. Tu as fait des demi-marathons, tu as gagné des courses demi-marathons de Matane que j'ai vu. Tu as fait plein d'affaires. Tu es même allé jusqu'en Italie faire la Lavaredo. Hey, oui, est-ce que mes recherches sont bonnes? Ah oui. Tes recherches sont très bonnes. 2017, c'est quand même tes débuts de course. Tu parlais de 2015-2016, tes débuts. 2017, boum, le 50K en Italie à Lavaredo. Parle-moi de ça. Écoute, avant cette course-là, je m'en suis tenu le 23 kilos du Mont-Albert. J'avais fait le 28 à Aricana. J'avais fait, si je ne me trompe pas avant ça, le 25 du Québec Méga Trail. Fait que, je me tenais plus dans les trails courte distance. Puis, je m'avais pris un 6 mois sans solde en 2017. Puis, j'avais parti en voyage en Europe. J'avais terminé mon voyage avec cette course-là dans les Dolomites italiennes. La Lavaredo Ultra Trail, les autres qui ont, si je ne me trompe pas, c'est un 115 km, leur longue distance. Donc, mais là, j'étais loin d'être rendu là dans ma vie de coureur. Donc, le 47 kilos, oui, ça a été une belle aventure. Une très belle aventure. Écoute, si vous ne connaissez pas les Dolomites italiennes, c'est une beauté de paysage. Puis, en allant faire cette course-là, je l'ai faite vraiment bien. On dirait en mode touristique. Là. Écoute, j'ai fini, j'étais pété raide, là, mais j'ai pris le temps de prendre des photos puis des petites vidéos au travers. Puis, pour moi, là, j'étais wow. Là. Puis, c'est la beauté des courses internationales aussi. On parle de nos événements au Québec, mais la chance de jumeler, je voyage et je fais une course au travers de tout ça. Écoute, puis je me rappelle le dernier ravito. Écoute, j'ai skippé le dernier ravito. Il restait, je pense, un 8 kilos, puis en descente. Ça allait quand même bien. Écoute, 1 kilo après, je suis explosé mort. Je suis capable de descendre. Écoute, ça a été la mort. Obligé de marcher, en descendre. Puis là, je reviens sur le plat en ville. Puis dans les derniers stretches, écoute, ça a été pénible. Puis c'est depuis ce moment-là, surtout, à ce moment-là, c'était une très longue distance pour moi, 47 kilos quand t'en fais 25 habituellement. Là. Mais de jamais sous-estimer les kilos restants. Là. Il y a un ravito où tu n'as plus de gel. Non, tu ne peux pas dire je vais être 2 heures sans prendre de gel en fin de course. Là. C'est sûr que ça te rentre dedans, là, peu importe la distance. Donc, quand on parle d'expérience, à chaque course, je pense qu'on en prend, mais surtout quand c'est tes premières expériences sur une certaine distance, là, aïe, 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 les Italiens me passaient par-dessus la tête en descente. Là. Les autres, il y avait encore du gaz, puis ils connaissaient leur terrain. Puis les Européens, hein, vous savez très bien, c'est des excellents. Ils descendent très bien. Donc, j'avais mangé une petite volée en descente et perdu quelques positions. C'est l'expérience qui rentre parce que ça, c'est quoi que ce que tu racontes, c'est exactement quelque chose que j'ai compris, moi, l'année passée, en 2021. J'avais tendance souvent à avoir un plan nutritionnel de me dire je vais me forcer à manger, à boire autant de temps. Puis souvent, quand tu arrives au dernier ravito, le plan prend le bord. Peu importe la distance, tu te dis hey, il reste 8 kilos, j'arrête, je me remplis même pas les doigts, c'est pas grave. J'avais tendance à justement avoir des moments de crash parce que tu es à 4 km de l'arrivée. Fait que oui, tu ressens la faim, mais tu te dis hey, j'arrive à l'arrivée, mais c'est pas grave. Puis mettons, mes courses qui ont bien été dans les derniers temps, je mangeais jusqu'à la dernière seconde. Bromont, je pense que j'étais à 2 km de l'arrivée. J'ai le ventre qui gargouille, j'ai faim, mais j'ai pris 30 secondes pour manger une petite gaufre-nac parce que je savais que le dernier 2 km allait être encore plus pénible si je le courais le ventre vide. Mais c'est de l'apprentissage qui rentre. On l'a tout fait, là, ça, se dire il reste juste 7 kilos en descente. Pas besoin de manger et de boire. Je vais me laisser aller jusqu'à l'arrivée. Puis 1 kilomètre plus tard, t'exploses.
Mais tu parlais des Dolomites. C'est drôle, j'ai écouté un podcast cette semaine avec Alexis Berg, un photographe français, probablement le plus grand photographe de trail qu'il y a au monde. Je pense que tous les clichés les plus épiques, que ce soit de la Barclay ou de l'UTMB ou de la Hard Rock, c'est lui qui les a pris. Puis il est venu à Québec la semaine passée pour la projection de son film Les Finisseurs sur la Barclay. Il est en ce moment à la Barclay. Puis je suis allé écouter un podcast auquel il est passé. Puis il a vécu, il les a toutes faites les courses en tant que photographe. Il les connaît toutes par cœur. Puis les animateurs lui demandaient c'est quoi ton top 3 des plus belles courses au monde? Puis sa numéro 1, c'était exactement la Lavaredo, dans les Dolomites, les Alpes italiennes, cette section-là. Paraît que les Alpes, c'est magnifique, paraît-il. J'ai hâte de les découvrir. Mais il paraît que les Dolomites, ça se démarque puis c'est exceptionnel. Ah ouais, écoute, ben j'ai pas fait le tour du monde, là, loin de. Mais écoute, on a vu, comme soit dans les livres, soit dans les vidéos, on les écoute toutes, là, on est sur YouTube ou peu importe. Puis écoute, c'est dans les paysages les plus sublimes d'Europe, là, assurément. Là. C'est aller faire aussi le North Face Endurance Challenge New York. Une grosse 3e place quand même. C'est une course qui, à chaque année, back in the days, 2016, 17, 18, c'était comme la course, on dirait, de début de saison de beaucoup de coureurs québécois parce qu'elle est début mai sur le 50K. Grosse performance là aussi. Puis après ça, tu t'es mis en chaîne. On dirait que je regardais ça, les places que tu faisais en trail et tout. Puis à partir de la Varedo, après ça déboule. Puis beaucoup des top 5, des top 3, des victoires. Tu t'es mis à avoir beaucoup de succès en trail. Donc, comment ça s'est passé cette transition-là de j'apprivoise le trail à je race, tu sais? Ben, ça a été un peu dans la même progression que je te parlais tantôt de je m'y mets un petit peu plus fort. Puis, tu sais, il n'y a pas de secret peu importe le sport. Tu sais, je vais dire entre guillemets, là, mais si tu veux être le meilleur, il faut que tu en fasses plus que les autres. Là. Puis, tu sais, sans être le meilleur, c'est pour ça que je le mets entre guillemets, là, mais tu sais, si tu veux t'améliorer toi-même, ben, fais-en plus. Puis, je me suis mis à en faire plus. Fait qu'au lieu de m'entraîner 7-8 heures semaine, ben, on tombe à 10, 12, 15. Puis, c'est comme ça qu'il y a une progression qui s'en est suivie. Là. Il n'y a pas plus t'en fais, plus tu t'améliores. C'est sûr que bon, il y a plein de petits détails d'entraînement qui viennent au travers de tout ça. Mais ça a été le déclic. Je me suis mis à en faire un petit peu plus, de jumeler la course, le vélo, etc. Puis ouais, dans cette course-là, début mai, là, à Bell Mountain, très spécial comme course, début de saison. On n'a pas mis les pieds en trail au Québec. Là, début mai, il n'y a aucune trail qui est prête. Là. Tu arrives là, tu ne sais pas à quoi vraiment ressemble ta shape de trail. Tu as peur de tomber sur la première roche, sur la première racine que tu vois. Tu sais. Puis finalement, écoute, on est parti une gang de la région ici, là, Matane, Rimouski, puis super de beau week-end. Puis à ma grande surprise, écoute, une 3e place. Puis, petite anecdote là-dessus, lors de l'appel des podiums, écoute, on s'entend, on est en territoire américain, donc c'est l'anglais qui prédomine. Donc, à l'appel des podiums, écoute, l'annonceur, donc il m'appelle sur le podium Éric Levesque. Levesque. Oui, Levesque. Donc, je me suis rendu sur le podium quand même. J'ai compris que c'était moi, là, mais ouais, je me suis fait débaptiser cette fois-là dans l'État de New York. J'avoue que pour un Américain, Levesque, Levesque, écoute, c'est de la musique à nos oreilles, Levesque, ça coule d'une autre façon. Oui, je ne sais pas c'est d'origine de quel pays. Je pense pas que ça vienne de Matane, mais écoute, il y a quelque chose. C'est peut-être italien, c'est peut-être espagnol, mais il y a une belle sonorité à ça. J'ai ramené le tout de l'Italie. Ah, c'est ça, exactement. Je voyais aussi que 2019-2020, tu es monté dans le 80 km, le 50 miles, donc Bromont à Ricana. Est-ce que tu as ce désir-là de pousser dans des plus longues distances parce que tu es très performant dans, j'haïs ça dire le format court parce qu'on parle de des courses de 42 et plus, mais tu sais, pour un ultra, c'est du court, donc dans ces formats-là plus rapides, à UTHC 42, 65, est-ce que tu as le goût d'aller tester ces nouvelles zones-là? Bien, je les ai testés, comme tu as dit, 2 fois, là, le 80 à Bromont et à Ricana. Bromont était une expérience, une première expérience. Ce n'était pas mon objectif de la saison. Mon objectif, c'était, j'avais fait le 42 précédemment à Ricana, puis je me suis dit, je veux me lancer pour l'expérience. Puis, ben, je l'ai mal géré. Ça n'a pas été dans les temps prévus. Écoute, des erreurs de débutant. Là, j'étais dans le début de parcours qui est de nuit. Hein, en fait, au monde, on partait 3-4 heures du matin. Là.
Puis, je manquais un embranchement dans la montagne. J'ai perdu une dizaine de minutes. Fait que là, j'ai perdu, bien entendu, beaucoup de positions. Erreur de débutant, j'augmente le pace pour rattraper le temps perdu. Ah oui, en début de J'étais course. arrivé, j'étais arrivé à la mi-course, Yannick, là. Écoute, j'étais sauté, là. Il en reste 40 à faire, là. Puis, j'ai plus de gaz, là. Ah, puis à la moitié de la boucle, il te reste le pire moment du parcours. Là. Après le Ouais. P7, tout le monde Fait à que, Beaumont parle du premier 15 kilos qui est montagneux, qui est tough, mais oui, mais c'est le premier 15 kilos, tu as des jambes. L'autre portion, après le P7, la deuxième fois que tu t'en vas zigonner dans le monde de ski, ouais. il est tough en sacrement. Ah Hein. oui, il était très tough. Fait que ça a été une belle bataille. Puis, tu sais, le fait aussi, première expérience de nuit, nutrition, ça a été très moyen, cette course-là. Fait que ça a fini péniblement. Mais bon, première expérience qui rentre, je me suis dit, je me relance pour Arikana. C'est-tu l'année suivante? Je pense que oui. Puis Arikana, bon, un parcours que je connais pour avoir fait le 42. Je me dis, bon, je suis en terrain connu. Puis, je suis arrivé fatigué à Arikana cette année-là. Puis, ça n'a pas été encore là dans les meilleures performances. Puis, fait que, tu sais, ces deux courses-là je dirais, qui n'ont pas relevé les attentes. Fait que là, je me suis mis en question. Je dis, bon, j'ai du plaisir à faire les distances de 40, 50 K. Mes deux expériences sur le 80 ont été moyennes. Je privilégie peut-être plus présentement encore les courtes moyennes distances, mais on ne se fait pas de cachotterie que c'est sûr et certain qu'éventuellement, il va y avoir un 100K qui va se faire quelque part et probablement un 100 miles. Tu sais, c'est un peu comme faire le marathon du coureur sur route là, pour un coureur de trail. Puis, sans dire, puis, on peut oublier le volet performance, mais d'accomplir puis de réaliser un 100 kilos ou un 100 miles, c'est comme compléter un marathon, c'est exceptionnel. Puis, je pense que ça fait partie de la vie d'un coureur. Puis, c'est pas dans les projets à court terme, mais éventuellement, il va probablement me péter une bulle, puis je vais m'inscrire quelque part, ça, c'est sûr et certain. Ouais, intéressant, on va suivre ça. Est-ce Ouais. que tu penses que sur ces 2,80-là, comme tu étais très à l'aise dans les distances, comme tu le disais, du 42, du 50, c'est une question de vitesse? Es-tu parti, tu penses, avec du recul, ça fait une couple d'années ces courses-là, es-tu parti sur ces 80-là avec tes vitesses ou tes référents de courses de 42, 50, 60, puis tu es parti trop vite? Tu disais que justement, tu as augmenté le pace à Bromont et tout. Est-ce que tu as réussi à mettre le doigt sur qu'est-ce qui a fait que tu as explosé ces fois-là? Ben, Beaumont, je l'expliquais un petit peu. Ouais. Arikana, non, j'ai pas l'impression que je suis parti trop vite, mais je pense que c'était plus dans la préparation, là. Entre autres, ben, Arikana, tu sais, ça a fait suite à. J'avais un gros week-end choc dans les Chic Chocs. Après ça, j'étais parti faire un 400 km de vélo avec un chum dans la même semaine. Après ça, ça a été la traversée avec Mathieu Blanchard. Fait que j'avais accumulé beaucoup de minutes dans les semaines précédentes là, avant l'UTHC. Puis j'étais arrivé fatigué, puis j'ai pas eu je pense, le gaz nécessaire pour terminer. Parce que c'est drôle parce que ça a été mon année où que j'en ai fait le plus, mais je suis arrivé quand je n'ai peut-être trop fait, justement. Puis, tu sais, chaque année nous amène à réfléchir un petit peu sur notre processus en lien beaucoup souvent avec nos résultats. Puis, tu sais, c'est important de bien s'équilibrer, de bien s'accorder des temps de repos. Puis, euh, je pense que cette année-là, j'ai appris tu sais, oui, tantôt, je disais, si tu vas être le meilleur, il faut que tu en fasses plus que les autres, là. Mais jusqu'à une certaine mesure, parce que le repos fait partie de ton entraînement. Puis, si tu en fais trop et tu ne t'accordes pas ce temps de repos-là, ben, tu peux arriver à des événements fatigués puis être déçu de ta performance. Puis, tu aurais pu probablement mieux te préparer. Donc, là, il y a beaucoup de principes d'entraînement là-dedans. Puis, même si des fois, on pense être prêt, mais non. Des fois, la montagne a raison de nous. Voilà. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce qu'on l'entend de plus en plus. Le repos fait partie de l'entraînement. Ouais. C'est essentiel. Puis oui, on aime ça jouer dans le bois, on aime ça jouer dans les montagnes, on aime ça passer du temps sur nos jambes, faire des grosses journées. Mais si tu veux progresser dans le sport, ça passe aussi par ta récup. Il faut que tu planifies autant ta récupération puis ton repos que tes entraînements. Ça fait partie de la game. Si tu veux perdurer là-dedans, c'est la règle numéro 1. Puis c'est ce qu'on oublie souvent. L'autre fois, j'ai écouté un podcast, puis il parlait justement du moment de transition où des athlètes, là, on parle d'athlètes de haut niveau, mais c'est juste pour vous montrer que le repos est important. Il parlait des athlètes de très haut niveau, puis il y a un point de rupture ou un point tournant où
si tu veux être commandité, si tu veux être capable de peut-être travailler un peu moins pour te concentrer sur ton sport quand tu es un athlète élite, il faut que tu aies des performances. Mais si tu veux avoir des performances, il faut que tu battes des gars ou des filles qui peut-être, eux ont le temps parce qu'eux sont rendus professionnels, puis eux ont le plus de temps d'entraînement, puis ils vont dire ce qui différencie un athlète qui est sur le bord de percer, puis de signer un contrat de commandite, puis de pouvoir vivre de ça, puis l'athlète Salomon, Oka, peu importe quelle entreprise qui vit de ça, mais je veux dire qu'il y a plus de temps que la moyenne pour s'entraîner. Ce n'est pas le nombre d'heures d'entraînement nécessairement, c'est le nombre d'heures de repos. C'est que l'athlète, on va prendre l'exemple sur mon ami Elliott Cardin, c'est un athlète de très haut niveau au Québec, mais Elliott est aux études, Elliott travaille. Elliott va s'entraîner des grosses semaines, du gros millage, du gros D+, mais son repos, c'est le moment où il ne court pas, mais il est en train de travailler, en train d'étudier, versus peut-être d'autres athlètes. Je veux dire, je ne connais pas la vie de Jim Walmsley, mais Jim Walmsley, il ne fait pas le double du kilométrage des autres, t'sais. Mais Jim Walmsley, il n'a pas de job parce que justement, il travaille temps plein comme coureur, mais il a plus de temps de récupération. Puis c'est là que ça va être la différence. Puis c'est un super intéressant le podcast, c'est une approche très scientifique. Puis il expliquait justement cette différence entre ces deux athlètes-là. C'est pas l'entraînement, c'est le repos. C'est ce qui différencie peut-être le gap entre les deux. Puis pour l'athlète qui veut percer, mais c'est ce gap-là qui est difficile à traverser. T'sais. Quand il s'en va à Black Canyon ou à une course pour essayer d'aller chercher un golden ticket, qui va aller essayer d'aller chercher cette performance-là qui va lui permettre d'atteindre quelque chose, mais il se bat contre peut-être des athlètes qui ont le temps de récupérer, puis de reposer, puis de voir des physios, puis des kinés, puis tout ça. Fait que, bon, c'est un exemple avec des athlètes élites, ça ne relate pas à grand monde, mais c'est pour montrer à quel point le repos, c'est essentiel. Là. Oui, puis écoute, je suis 100% d'accord avec toi. Puis j'oublie le nom, mais il y a un excellent coureur du Québec là, qui avait des excellents temps, des coureurs sur route. Puis c'était un enseignant d'éducation physique, puis lui expliquait qu'il courait dans ses grosses années, c'était du 180 puis 200 km par semaine. Puis il disait aussitôt que j'avais un temps libre à l'école, une pause, une récréation, une heure de dîner, il dit j'avais une place dans l'école, j'allais faire une sieste parce qu'il y avait sa job à temps plein. Mais il n'y avait pas le choix de se trouver du temps de repos. Tu sais, si tu veux courir 200 km par semaine, tu peux le faire en travaillant 40 heures, mais parce que tu ne peux pas le faire de façon continue parce qu'à un moment donné, ta fatigue cumulée va t'emmener à ce que tu sois plus productif. Donc, la ligne, comme tu dis, entre nous, athlètes amateurs, ou qu'on s'entraîne, on veut en faire le plus possible et le mieux possible, mais qu'on travaille à temps plein. Donc, faut faire attention. Des fois, on arrive de travailler, on va courir. Hey, j'ai pas de jambes aujourd'hui, je suis fatigué. Ben oui, c'est sûr que si tu es levé depuis 8 heures à matin, tu gères 30 jeunes dans le gymnase qui crient. Ça se peut quand tu arrives chez vous à 4 heures que tu sois fatigué si tu n'as pas fait 2 heures de sieste dans l'après-midi. Ben, c'est ça. Puis, parle-moi de ton métier d'enseignant parce que c'est demandant, mais ça doit être aussi satisfaisant comme en tant que sportif de transmettre cette passion-là du sport à des jeunes. Est-ce que tu as réussi à leur parler de course puis à les accrocher par rapport à ce que toi tu fais ou par rapport à ton expérience de sportif? Ben, écoute, c'est même les jeunes, des fois, c'est curieux. Puis, ben, c'est sûr que ma gang, du club de course, dans notre parascolaire, notre petit club de course, qu'on a une vingtaine de jeunes, eux, je parle un petit peu plus de course avec eux parce qu'ils ont un intérêt. Mais de mes élèves, à l'occasion, il y en a qui disent hey, monsieur, vous avez fait une course en fin de semaine, j'ai vu ça. Puis, ma mère sur Facebook, puis ils voient ça passer. Puis, je fais ah, ouais, tu savais ça, j'étais parti faire Arikana ou peu importe. Puis, je trouve ça intéressant que les jeunes voient ça, puis ils s'y intéressent. Puis, sans nécessairement que j'en parle, mais quand ils ouvrent la porte, ben, ça me fait plaisir de partager avec eux mes connaissances, surtout quand ça vient de eux. Puis, par la bande, si ça peut être un exemple pour eux, puis de voir, ah, notre enseignant, il court, il est en forme, il fait attention. Écoute, tant mieux, parce que c'est un petit peu notre rôle en tant qu'enseignant aussi. On est un modèle pour les jeunes, que ce soit un prof de maths, que ce soit un prof de sciences ou un prof d'éduc, on demande des modèles, puis on est souvent des personnes qui marquent ces jeunes-là à leur façon. Donc, écoute, quand on voit des jeunes qui s'y intéressent, puis qu'on peut... Moi, ma plus belle récompense, écoute, oui, par la bande de notre petit club de course à l'école, puis que là, on les encadre, c'est le fun, puis que je les vois plus tard dans l'été, ou qu'on ne sont pas encadrés, ou ils sont rendus au cégep ou 3 ans plus tard, puis je les croise à Matane, puis ils sont en train de courir. Ah, écoute, le sourire, là, j'ai le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Puis ça, c'est comme ma plus belle récompense. On vous a initié. Puis, tu sais, le but, c'est es-tu capable de garder tes bonnes habitudes plus tard à l'âge adulte?
Puis de voir ces jeunes-là courir, écoute, moi, c'est enlevez-moi ma paye, puis mettez-moi mes jeunes dans la rue qui courent, rendus au cégep, et je suis le gars le plus heureux. Lui. Ah oui, il y a cette notion-là qui vient, je pense, avec l'enseignement. C'est oui, enseigner une matière, oui, faire apprendre, connaître des choses, mais il y a aussi de transmettre des valeurs, tu sais. Puis est-ce que toi, es-tu prof au secondaire, c'est ça? Ouais. Tu sais, le secondaire, c'est un moment où, moi, je me rappelle, j'ai commencé mes études au secondaire, en enseignement secondaire. Puis il y a un prof qui nous avait dit quelque chose qui, je m'en suis rappelé, je suis pas prof aujourd'hui, j'ai bifurqué, mais il nous avait dit, vous allez enseigner à du monde qui ne veulent pas être là. Tu sais, au secondaire, c'est un moment charnière dans une vie. C'est un moment où ça peut prendre n'importe quelle tangente. C'est un point tournant, c'est un point de bascule, l'adolescence. Puis c'est un moment où, oui, tu vas enseigner de la matière, puis tu vas faire progresser ces jeunes-là de manière intellectuelle, de manière dans leur éducation, mais c'est le moment aussi de leur transmettre des valeurs. Puis, tu sais, les jeunes viennent au secondaire pour sociabiliser. Tu sais, au primaire, tu apprends des choses, tu les appliques, puis il y a une satisfaction, je pense, qui vient avec ça quand tu es plus jeune. Au secondaire, tu vas à l'école pour voir tes amis, pour créer des liens, pour définir l'adulte que tu vas être. Puis moi, si je recule, les profs les plus marquants que j'ai eus, c'est même pas une question de matière, puis ce qu'ils nous ont passé comme apprentissage, c'est les valeurs qu'ils ont transmis. Puis je pense que, je veux dire, tu es le meilleur exemple pour ça, tu viens de l'expliquer, tu sais, de transmettre des choses, ça fait des citoyens qui vont être actifs, puis ça a un impact immense sur la société, puis sur ces jeunes-là qui, plus tard, vont peut-être pas se rappeler ce que tu leur as appris théoriquement dans leur classe, dans ta classe, mais ils vont se rappeler des valeurs que hey, mon prof, c'était un malade, il faisait Arikana, il faisait des courses de trail pas possible. Ça ne veut pas dire que ces gens-là vont faire ces longues distances-là, mais des fois, ça fait juste semer une graine de dire faut être actif, il faut bouger. Puis voilà, Monsieur Eric m'a appris ça. Ouais, puis quand le jeune s'intéresse, puis quand il pousse plus loin aussi, puis qu'il viennent parler d'alimentation, j'ai un jeune avec le coach qui posait des questions, puis là, je fais OK, wow, tu sais, là, il pousse à un autre niveau, puis fait que, tu sais, les saines habitudes, oui, on veut les transmettre, puis on veut qu'ils les gardent aussi, là. Parce que c'est la base d'une société, là, une société en forme et en santé. Écoute, on n'a pas besoin de débattre ça ici ce soir, là. Donc, quand on peut faire notre petit bout de chemin là-dessus, écoute, on a notre plus grande satisfaction. Puis, tu sais, je passe par la bande aussi, à l'école secondaire de Matane, quand on a débuté notre club de course en 2015, si je ne me trompe pas. Écoute, tu connais Christopher Lévesque-Savard, qui a été cette année-là à ses premiers balbutiements en course. C'était un de mes élèves à l'époque, en secondaire 5. Puis, Christopher, il faisait déjà les tests qu'on fait faire début, fin d'année, des tests physiques. Puis Christo, sans faire de course, déjà ultra performant. J'ai dit, Christo, on lance un club de course, tu t'inscris? Hein? Ah non, il dit pas le temps. J'ai pas le temps de faire ça. Là, je joue au hockey. Puis non, j'ai pas le temps. J'ai dit, Christo, je dis, peu importe, là, non, c'est sûr que tu embarques. Là. Puis finalement, après l'avoir, je dirais, achalé 3-4 fois, il a fini par accepter l'invitation. Puis écoute, Christopher aujourd'hui qui fait des performances exceptionnelles. Puis, tu sais, des fois, tu prends des mini-décisions dans ta vie qu'à ce moment-là, tu penses sans impact. OK, puis je vois, il y a l'entraînement du club de course, là, puis, tu sais, aujourd'hui, Christo qui retransmet à son tour à d'autres de par ses performances, de par la façon qu'il s'entraîne. Puis, tu sais, moi, je veux dire, Christo, c'est ma plus grande fierté en tant que jeune qui progresse, puis il est sur la coche dans tout. Fait que c'est des petits moments comme ça qui fait que Caroline, on le fait pour les faire bouger. Puis quand on voit des belles réussites comme ça, comme Christopher ou qui est rendu aujourd'hui, écoute, on est vraiment content. Ah oui, je voulais l'aborder ça parce que je sens que vous avez une relation forte les deux ensemble parce que Christopher, cette année, ça fait une couple d'années qu'on le voit dans des événements trail puis performer. Cette année, tout a explosé. Il a tout explosé où il est passé. Sur distance de entre 25 et 42 km, c'est une bête. Puis je pense que c'est un des plus bels espoirs de trail au Québec. Il est jeune, puis il a été nominé dans la catégorie la jeune pousse que Mélodie Gilbert a gagné. Mais cette catégorie-là, puis même des gens qu'on n'a même pas pu réussir à rentrer parce qu'il fallait juste 5 nominés. Il y a beaucoup de jeunes espoirs au Québec en ce moment entre elles, puis Christopher en fait partie. Puis je voyais cette relation-là que vous aviez les deux ensemble, puis je trouve ça le fun de comprendre qu'il était dans ta classe en secondaire 5, puis tu l'as amené à rentrer dans le club de course, puis regarde, aujourd'hui, 7 ans plus tard, c'est un des plus grands espoirs de trail au Québec en ce moment. Là. Oui, puis c'est une relation qui s'est développée avec le temps aussi. Là. Autant au départ, au début, une relation d'enseignant-élève.
Puis c'est drôle, puis tu sais, déjà à ce moment-là, ben, moi, je pourrais déjà beaucoup plus que lui, tu sais, en tant qu'entraîneur, puis on faisait des sorties, puis là, à un moment donné, des fois, oh, OK, là, j'ai déjà Christo dans mes talons, là. Puis écoute, ça n'a pas été là, à un moment donné, oh, Christo dans les talons, puis ça a été Christo en avant. Puis écoute, puis tu sais, la relation, ben, s'est développée avec le temps, puis on m'a dit, OK, Christo, viens, je vais te sortir, on va aller faire une sortie de trail. Je me rappelle, on était allé, sa première sortie de trail au Mont-Blanc sur la réserve Matane. C'était un beau moment à cette époque-là. Puis après ça, ben là, les sorties se sont accumulées. Tu sais, Christo a vieilli, Christo a pris l'expérience, le millage cumulé aussi, puis les premières courses, etc. Donc, aujourd'hui, là, ouais, on a encore une très belle relation, malgré qu'il s'est éloigné de sa région natale. Là, chaque fois qu'il descend ou que je vais dans le coin de Sherbrooke aujourd'hui, ben, on partage plusieurs kilomètres ensemble. Ah, ben c'est cool, ça. C'est un exemple parmi tant d'autres de vie qu'un enseignant peut changer. Tu sais, pour lui, dans ce cas-ci, c'est très concret. Là. Je veux dire, il a suivi tes pas dans le trail, puis maintenant, il est devenu, on peut dire, je pense, l'élève dépasse le maître. Je ne sais pas si ça représente bien la situation, mais ça, c'est l'exemple le plus flagrant. Mais tu sais, les enseignants, vous touchez, vous changez des vies au quotidien, puis c'est un métier très noble qui ne sera jamais assez reconnu. Voilà, moment éditorial qui est fait. Allez. Tu le sais, moi, je termine tout le temps mes entrevues avec les questions éclairs NAC. Yeah. Donc, 10 questions le plus rapidement possible. Ça permet d'apprendre à te connaître sur 2 éléments que je te pitch, il faut que tu choisisses. Je sors mon chrono. On va essayer de répondre le plus rapidement possible. J'ai de la pression parce que là, c'est rendu que les gens, je croise des gens, on parle du podcast. Les gens me disent, ouais, des fois, tu ne poses pas assez vite. Fait que là, c'est comme rendu moi qui ai une pression. Moi, je faisais ça comme pour finir le fun de l'entrevue. Puis là, c'est comme devenu, OK, il faut que j'y aille le plus vite possible. Hey. Puis là, le monde sont comme rendus qui me disent, ouais, cette fois-là, tu n'as pas posé des questions assez vite. Mais Yannick, je peux dire tout de suite, je ne battrai pas ton record aujourd'hui. Tu sais, moi, qui à l'habitude, un gars qui est plus réfléchi, qui prend le temps de répondre. Fait que là, tu me sors complètement de ma zone de confort en réponse rapide. Je sors le chrono. Là. Je sens la pression du prof d'éduc qui sort son chrono pour le test. Oui. Ouais, c'est ça. Tu comprends, tu es comme dans le siège opposé. Tu es de l'autre côté. C'est toi qui sors le chrono. Là, c'est moi qui le sors. Mais écoute, si tu veux réfléchir et sortir la meilleure réponse possible, tu as le droit aussi. Pas de pression. Vas-y, mais il y a des FKT. Puis écoute, un gars de... Je pense qu'on peut dire ton coin de pays, ou en tout cas le bas du fleuve, mais Yvan Lheureux, 10 questions, 10 secondes, c'est le record. Wow. Sinon, chez les femmes, c'est Joanie Desroches qui possède toujours le record en 12 secondes. Donc, c'est très rapide. C'était en présentiel, donc ça te donne une petite chance. Tu me dis quand tu es prêt, puis on part. Vas-y. Route ou trail? Trail. Des plus ou des moins? Des plus. Crampon ou raquette? Raquette. Bâton, pas de bâton? Pas de bâton. Question d'axe, saveur banane choco ou baie noix? Choco. Bière ou vin? Bière. Sentier roulant ou technique? Technique. Bouette ou racine? Racine. Mont-Olivine ou Albert? Albert. Lactibo ou Cascapédia? Cascade. 21 secondes, puis je vais me le faire dire parce que Cascapédia, ça a été tough à dire. Ouais, vois-tu, je t'ai répondu en cascade. C'est ça que j'aurais dû dire, hein? Très fort, 21 secondes. C'est très rapide. Quand même. Je pense que tous mes derniers épisodes, ça vire là-dedans. Là, j'ai parlé avec Suzanne qui a fait un 22 secondes, puis avant ça, Antonin Lausière qui a fait un 22 secondes. Fait que, en tout cas, je suis dans les temps, je suis dans les moyennes. T'es dans les temps. Ben oui. Mont-Olivine ou Mont-Albert? Choix facile, Mont-Albert. Oui, oui, définitivement. Par contre, Olivine plus accessible, été comme hiver. Mais Albert, oui, c'est l'incontournable au Québec. Là. Ouais, exact. Ben ouais. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi côté trail cet été? As-tu déjà un calendrier? As-tu déjà des courses de ciblées, des événements que tu vas participer? Oui, ben écoute, Yannick, un calendrier qui se fait puis qui se défait. Là, j'avais une première course prévue dans le coin de Las Vegas pour la relâche. Finalement, COVID oblige, pas de voyage à Vegas, bon, pas de course de trail. Ensuite, pas été sélectionné à la loterie pour l'UTMB, donc pas d'UTMB, pas de voyage à cet endroit-là là, en août. Donc là, je regarde, écoute, une petite porte de sortie là, pour un petit peu une suite de l'UTMB. On va quand même peut-être regarder pour un petit voyage en Europe, puis aller faire la Sierre Zinal. Oh, wow! En Suisse, ouais, qui est un grand classique des courses courte distance. 32 kilos roulant comme jamais. Là. Puis on connaît les têtes d'affiche qui s'y pointent. Là. Kylian Jornet avec une 10e ou 11e victoire va être sur la ligne de départ.
Fait que ça, mais inscription le 2 avril, donc encore là, à suivre de ce côté-là. Sinon, assurément, je suis au Québec Méga Trail sur le 50 km. Trail de la clinique du coureur, 30 kg, oui, quelques semaines avant, en préparation de. Arikana, le 42 km Saint-Siméon. Oh yes. Le nouveau 42 que je n'ai pas exploré encore, c'est technique, donc... Qui est magnifique. Tu sais, je sais que le 42 classique, je pense qu'il est sold out, je ne vais pas dire n'importe quoi, ouais. mais le 42 Saint-Siméon est exceptionnel. Ouais, j'en parle à qui veut l'entendre. Maudite belle track. Je t'ai répondu technique avant le roulant tantôt, donc le 42, autant que le 42 roulant d'Arikana, je l'adore, mais le 42 technique, là, j'ai bien hâte d'y mettre les souliers là-dedans. C'est un beau programme. Oui, puis là, la suite reste à voir là, en fonction de si Arzinal ou pas. Ben oui, mais si Arzinal, c'est sûr que dans le podcast, on parle beaucoup d'ultra puis de trail, puis les courses fortes, c'est la Réunion, c'est la Western, c'est l'UTMB, mais en Europe, il y a une belle tradition de skyrunning, de sky race, puis ces marathons de montagne-là, ces distances-là entre 28 et 42 km. Puis Sierre-Zinal, Zegama, c'est des classiques, des magnifiques courses. Les images de Zegama, quand il y a une montée, à un moment donné, il y a des milliers de personnes qui sont comme autour de la crête, le coureur qui passe. Puis, mais tu en as parlé, Kilian, cette année, il y a un calendrier complètement fou. Le grand retour de Kilian à Hard Rock, qui a gagné 4 fois. Oui. Le grand retour de Kilian à l'UTMB, qui a gagné 3 fois. Il ajoute à travers ça, pour le plaisir, Sierre-Zinal et Zegama, 2 courses qu'il a gagnées, comme tu le disais, 9 ou 10 fois, puis il s'enligne sur ses 10e et 11e victoires sur ces courses-là. Donc, le grand retour en trail. Ça fait une couple d'années qu'il fait de la trail. On sent que c'est comme sur le side à travers ses projets. Là, il revient comme big and bold en choisissant les 2 marathons de montagne les plus connus du monde. Puis les 200 miles dans les 3 les plus gros au monde. Fait qu'une grosse saison à suivre. Oui, je pense que ça va être intéressant à suivre. Ça va être impressionnant, je pense, notre Kilian cette année. Oui, tu as toujours le fun à suivre. Mais écoute, on parle de Kilian, mais ça a été un très grand plaisir de jaser de trail avec toi. Super intéressant de découvrir comment cet ultra trail des Chic-Chocs-là est né, comment ça se vit. Je pense que ça donne le goût. Moi, j'étais déjà, je te le disais avant qu'on commence à enregistrer, c'est au calendrier, pas 2022, mais moi, c'est sûr que c'est une course qui, depuis que c'est revenu, je veux trouver une façon de le placer au calendrier, mais là, on en parle, je suis encore plus hypé. Fait que une chance que les inscriptions pour 2023 ne sont pas encore commencées parce que je me pitcherais là-dessus à l'instant. Là. Mais pour ceux qui écoutent puis qui, contrairement à moi, peuvent peut-être pouvoir la faire en 2022, je pense que les inscriptions sont déjà ouvertes. Puis je pense qu'il reste de la place dans toutes les distances, si je ne me trompe pas. Oui, il reste de la place dans toutes les distances. Notre 113, on est dans nos temps prévisionnels, mais le 62, le 45, écoute, on a déjà dépassé notre total de l'an passé. Là. Puis, on a des limites aussi de coureurs là, en lien. On a 1000 coureurs total qu'on peut avoir pour notre week-end. Puis, nos 62 puis le 45 là, arrivent à leur limite. Donc, notre train n'est pas avant les inscriptions. Puis, pour les plus courtes distances, comme on a un 23, on a aussi un nouveau 26 du dimanche. Donc, qui vient un peu donner un petit peu de latitude en termes d'inscription. Mais le 23 km classique là, du Olivine, Mont-Albert, là, qui est la boucle côté rapport, qualité-prix, vue, t'en as pour ton argent. Là, et on est déjà rendu à près de 150 inscriptions sur 200. Là, donc, ça va très vite de ce côté-là aussi. Là. Donc, ceux qui ne sont pas encore inscrits, c'est le moment. Donc, j'entends 23 le samedi, 26 le dimanche. C'est un combo qui peut plaire à certaines personnes. On lance ça de même, on dit ça, on dit rien. On parlait tantôt de Weekend Shock, là. Puis il y en a qui se sont inscrits. Puis tu as un rabais aussi si tu choisis les deux courses là, sur ta course du dimanche. Donc, ça peut être très intéressant comme Weekend Shock. Là. Avez-vous appelé ça le Weekend Chic Shock? En tout cas, je lance ça de même. Non, c'est le week-end. Là, tu as les chics. Mais ouais, c'est un très beau combo à faire. Ah, j'avoue. C'est intéressant, 2 distances qui se complètent bien. Puis pour des gens qui veulent faire leurs premières armes dans ce range de distance-là, 23-26 km dans les Chic-Chocs avec des points de vue exceptionnels, comme tu l'as dit, c'est un incontournable. Je pense que vous êtes en train de vous positionner comme un incontournable en trail au Québec, puis vous avez un parc qui est magnifique avec des points de vue, des montagnes qui sont uniques au Québec, qui se fait comme nulle part ailleurs. Il n'y a rien d'autre qui ressemble à ça au Québec. Fait que c'est beau à voir aller.
Oui, puis le 26 km te permet, c'est la seule course qui va dans le secteur du mont Xalibu. Donc, qui est un must, là, là, on parle du Mont-Albert, mais le mont Xalibu, là, dans sa montée, tu as des points de vue qui sont tout à fait incroyables. Au sommet, tu as une vue sur le mont Jacques-Cartier au loin. En tout cas, écoute, je vous laisse le découvrir, mais c'est un secteur à découvrir, puis c'est la seule distance qu'il offre. Mais écoute, tu le vends très bien. Puis c'était super le fun de jaser, très convivial. Tu donnes le goût de partir courir. C'est ce qui est le but du podcast, c'est ce qui est le but des belles rencontres comme ça. Puis c'était un grand plaisir de jaser avec toi, Eric. Ben écoute, vraiment, un gros merci, Yannick. J'aurais continué pour 2-3 ovales encore, mais on va se limiter à ceci pour ce soir. C'est mieux de finir comme ça. Écoute, j'ai fait un épisode avec Charles Castonguay où il y a eu plus qu'une bière, mais on sait comment ça a fini. Il y avait de la ovale dans le mix, mais là, de découvrir, non, c'est la deuxième fois que je buvais une Citra Mosaïque, mais c'est exceptionnel. En fait, moi, chaque fois que je bois une ovale, tu regardes le pourcentage d'alcool, tu te dis, OK, c'est quand même une IPA forte, puis elle goûte. Oui, extrêmement bon, mais t'as pas, des fois, tu sais, une IPA à 7-8%, des fois, tu y goûtes, puis elle est bonne ta bière, mais elle saisit. Ouais. De la ovale, ça coule, là, c'est comme du beurre dans le poêle, c'est impressionnant. Aux yeux fermés, tu prends une gorgée, tu ne pourrais pas te douter que tu as 7,2%. Là. C'est ce qui fait la qualité de la bière. Là. C'est exceptionnel. Ben, écoute, un gros merci. C'est très généreux de ta part. Moi, la semaine passée, j'ai eu la chance de courir un vendredi matin, 7h30 dans Saint-Roch avec ma bière dans les mains. Je ne sais pas de quoi j'avais l'air, mais j'avais ma ovale dans les mains. Je faisais des jaloux peut-être, mais c'est très généreux de ta part. Puis c'était très généreux de ton temps aussi de venir jaser comme ça. C'était hyper intéressant. Je termine en remerciant, comme d'habitude, David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie NAC qui est le partenaire depuis le jour 1 de Pas sorti du bois. Puis je te remercie toi pour ton temps. C'était une discussion hyper intéressante. Je suis sûr que les gens vont adorer. Puis je suis sûr qu'il y en a une gang qui vont aller zioter votre site peut-être pour cette année ou l'an prochain puis de s'inscrire à une distance. Là, je vous l'encourage à le faire. En tout cas, moi, ce ne sera pas long que je vais aller visiter les Chic Chocs, c'est certain. Good, ben merci Yannick, merci pour tout. Puis écoute, lors d'une prochaine Kyoto à Québec, on se fait signe, puis on aura d'autres belles discussions ensemble. Avec grand plaisir, puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.